Alors, cette semaine, à Dimanche on lit, on reçoit Marc Fortier qui vient de publier chez Luxe Éditeur Devenir fasciste, ma thérapie de conversion. Marc Fortier est journaliste, sociologue, éditeur chez Luxe Éditeur. Il a déjà publié Mélancolie identitaire, aussi une réécriture de thèse de doctorat de Serge Bouchard sur Diesel dans les veines, que j'avais trouvé excellent. Marc Fortier, bonjour. Un livre formidable. Oui, un livre formidable. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler devenir fasciste, ma thérapie de conversion. Quand on te connaît, t'es pas devenu fasciste. Ça a-tu marché? J'ai découvert que les thérapies de conversion, ça marchait pas. Non. Ah non? C'est un échec lamentable. J'ai voulu devenir fasciste pour avoir un peu de succès une fois dans ma vie, mais tous mes plans pour devenir riche échouent. Ah bon? Mais donc, pourquoi devenir fasciste à ce moment-ci dans ta vie? Mais en fait, c'est la thérapie de conversion. Le titre est une blague. Bien sûr. Le livre, ça annonce que le livre essaie de traiter avec un peu d'humour un sujet qui en est dépourvu, un sujet qui est lourd et puis un peu angoissant. Mais l'idée de la conversion, c'est plus qu'une blague. C'est quand même une façon de poser le sujet, c'est-à-dire comment les sociétés démocratiques, c'est un problème quand même qu'on a vécu en Occident au 20e siècle, comment les sociétés démocratiques dotées d'institutions culturelles fortes, pas forcément pauvres, société de droit, constitution. Droit, exactement. Se convertissent, et j'aime beaucoup cette idée-là de la conversion, se convertissent à des régimes autoritaires, se transforment un peu subrepticement jusqu'à un point de renversement en régime autoritaire. Donc, pour moi, c'est une question... Ça m'a toujours fasciné historiquement. J'ai beaucoup lu sur l'histoire de l'Europe dans les années 20, les années 30. Le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne. Évidemment, l'histoire ne se répète pas. On n'est pas dans la même configuration. Mais cette idée-là que tout d'un coup, on se réveille un matin puis on se dit c'est des brutes, des corrompus, des fous qui ont pris le pouvoir. Comment est-ce possible? Moi, j'ai lu énormément de romans, de livres d'intellectuels, d'essais philosophiques où les Européens des années 30 expriment leur désarroi. Comment c'est possible que tout d'un coup, en l'espace de 3 ans, tout précipite. On passe de l'eau à la vapeur. Et puis, une bande de brigands qui, manifestement, disent n'importe quoi, vont dépecer l'État, vont nous engager dans une sorte de chaos social, arrivent au pouvoir, alors que... En Allemagne, Hitler n'était pas pris au sérieux il était à 2% des votes en 1928, qui était au pouvoir en 1933. Donc, voilà. ça va vite, là. Ça va vite. Mais est-ce que l'élection récente de Donald Trump, c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase, ou déjà, lors de sa première élection, tu étais un peu ou pas mal préoccupé par la chose? Ben moi, la montée de l'extrême droite ou la montée du nationalisme autoritaire puis du nationalisme conservateur, c'est un sujet qui me préoccupe depuis longtemps et que que je sens comme un mouvement qui prend de la force et qui devient de plus en plus irréversible. Beaucoup en Europe. En Europe. Et donc, ce livre-là, j'ai commencé à l'écrire précisément lors des législatives françaises du printemps dernier, où là, on a vu Marine Le Pen quand même, puis Éric Zemmour a eu moins de succès, mais Marine Le Pen a monté en flèche. Et on sent que le changement, souvent quand les analystes parlent des campagnes électorales, ils se disent de quel côté se trouve le sentiment du changement, peu importe ce que ça peut signifier. Souvent, ça signifie absolument rien, mais c'est quand même un sentiment qui travaille l'opinion publique. On sent que le vent du changement est porté par la droite et l'extrême droite. Et donc, ça me préoccupait. Et je voyais Trump arriver et j'avais quand même espoir que les démocrates l'emportent, mais sociologiquement, je me disais... T'avais un doute. Je me disais que c'est peu probable. Donc, j'ai comme vraiment écrit ce livre-là en me disant, quand il va sortir au printemps, on va nager en pleine hystérie trumpiste. Donc, j'avais comme anticipé ce qui allait arriver, mais bon, je dirais quand même que de le vivre, c'est autre chose que de l'anticiper. Oui, tout à fait. On va aborder évidemment le contenu du livre parce qu'il y a un certain nombre de chapitres. En fait, dans l'ensemble, c'est fort pertinent et intéressant. Mais est-ce que tu es un peu surpris, étonné de l'ampleur de la... Parce que entre le premier Trump puis le deuxième, les gens disaient, quand il rentrait à la Maison-Blanche la première fois, il ne savait pas où étaient les cabinets de toilette. Maintenant, il sait très
très bien où ils sont. T'es-tu étonné, surpris les 100 premiers jours, parce que c'est de ça qu'on parle en ce moment? La vague est forte, là. Ben non. Oui et non. C'est-à-dire, c'est comme... L'image que je me suis forgée dans ma tête, c'est de me dire, c'est que je sais que je vais mourir un jour, mais je pense que quand ça va arriver, je vais trouver ça surprenant. Donc, j'avais comme vu... j'avais... Dans mon livre, tu l'as lu, j'ai fait le tour de tous les mouvements d'extrême droite qui ont pris le pouvoir. Je regarde ce qu'ils font, abolir les ministères de l'Éducation. Je veux dire, en Hongrie, Orban a mis l'éducation sous la tutelle du ministère de la Sécurité publique. Ça, c'est la police. Bon, il y a comme le ton est donné, attaque contre les scientifiques. Fait tout ce que Trump fait, ça a été fait, pratiqué à différentes échelles, puis dans un style un petit peu moins spectaculaire, mais c'est quand même les mêmes politiques. Donc, mon livre... Quand Trump, les premiers jours, quand Trump prend le pouvoir, mon livre n'est pas encore sorti. Puis là, je dis à mes collègues au travail, je dis là, il faut que mon livre, faut devancer la parution parce que tout ce que j'ai écrit se passe à chaque jour. C'est quand même hallucinant. Là, ils vont dire que tu as copié sur l'actualité. Oui, alors que le livre était écrit depuis quand même un mois, terminé depuis 1 mois et demi. Mais, comme j'ai dit il y a 2 minutes, de le vivre, c'est quelque chose d'autre que de l'écrire ou le penser, parce que là, on voit vraiment les conséquences réelles. L'ampleur du phénomène. L'ampleur du phénomène, la violence que ça implique, la manière dont ça... Bon, j'écris dans le livre, en citant Umberto Eco, l'extrême droite ou le fascisme, c'est un chaos structuré. Et c'est ce que Steve Bannon disait, il faut inonder l'espace public de merde. De merde, pour que les gens ne savent plus où donner de la tête, puis ça renforce le besoin d'ordre autoritaire en plus. C'est une win-win situation, comme on dit en anglais. Et donc, de se retrouver à l'intérieur de ce maelstrom-là, puis de cette confusion-là, c'est autre chose que de dire « ceci s'en vient ». Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, dans ce sens-là, je dirais, j'avais comme prévu sur papier, mais je n'avais pas anticipé à quel point ça pourrait être... À quelle hauteur? Ouais, voilà. Et comment on était préparé et organisé. À quelle vitesse aussi. La vitesse, c'est spectaculaire. Ça va vite. Absolument. Souvent, on entend les gens, puis c'est un peu normal. Au Canada, il s'est passé des choses, mais en général, on est assez bien. D'ailleurs, tu me fais sourire dans ton introduction. Tu dis, moi, je croyais que je m'en allais vers ma retraite, dans mes pantoufles, mes débats avec mes amis de la gauche, puis bon... on va parler d'écologie, de transition, d'un autre monde est possible, un peu à la façon dont on le fait avec les altermondialistes pendant 20 ans. Puis là, oups, tout ça nous arrive de façon quand même assez précipitée. Souvent, les gens, monsieur, madame, tout le monde, préoccupés par la situation, vont dire... Oh, mais c'est un clown. D'ailleurs, tu as un chapitre sur le carnaval. On est passé tantôt juste à côté de Beauce Carnaval. Je t'ai dit, tiens, la gang à Trump est là. Mais toi et moi, on sait très bien qu'au-delà du clown... il y a quand même une logique de système, il y a quelque chose de structuré, il y a des années de conservatisme aux États-Unis qui l'expliquent. Tu l'abordes, ça? Oui. Pour moi, c'est important. Peut-être parce que je suis anthropologue, puis que la logique du carnaval, ça a un fondement anthropologique profond pour moi. Là. Je veux dire, Falardeau a fait un documentaire, mon nez très violent, Le temps des bouffons. Qui est extraordinaire. Sur justement ces renversements symboliques-là qui sont les carnavals où tout d'un coup, on élit un roi des fous, un mal gouvernement. C'est une tradition qui accompagne l'humanité depuis des milliers d'années. Et donc, je pense que le côté carnavalesque du Trumpisme, c'est pas... Ça a un enracinement, ça prend, parce que ça parle aux gens, parce que ça s'inscrit dans une vieille tradition. Et ça a une force politique. Moi, il y a je la cite dans le livre, une anthropologue italienne qui, au début des années 90, il y a eu une montée d'un mouvement en Italie. Les auditeurs, les auditrices ne se souviennent probablement pas de ça parce que ça ne nous concerne pas trop au Québec. Ça s'appelait la Ligue du Nord. Et c'était exactement des personnes qui vont préfigurer Berlusconi, puis on pourrait dire Trump, qui étaient complètement... C'était des bouffons. Il disait à peu près n'importe quoi dans l'espace public, mais plus il faisait de bouffonneries, plus les journalistes parlaient d'eux, puis plus ils devenaient populaires. Et l'anthropologue les a accompagnés, j'en parle dans le livre, je raconte comment ça marche. Elle a écrit un livre qui s'appelle « L'idiotie politique », justement, de l'usage de la bêtise en politique. C'est pas un livre très agréable à lire, mais moi, j'en ai fait une synthèse agréable dans mon livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre qu'en Italie, ça surgit au moment où la démocratie chrétienne, qui était au fond un peu comme leur parti libéral, le parti qui était au pouvoir depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui était lié aux institutions sorties de la Deuxième Guerre mondiale, est discrédité, est pris dans des scandales de corruption.
Puis c'est en même temps que l'Europe se construit, ils perdent leur base institutionnelle, leur clientélisme, tout leur réseau s'effondre. Donc, il y a de la place pour le surgissement d'une nouvelle élite. Et là, l'extrême droite comprend que si elle tourne en dérision, puis qu'elle crée une sorte de carnaval, puis qu'elle dit les anciens rois vont devenir les fous, puis les fous vont devenir les nouveaux rois, ils ont un instrument de propagande politique redoutable qui fonctionne. Mais ça prend une situation, c'est là qu'on rentre dans ce que tu disais, les circonstances politiques réelles, massives, lourdes. Ça prend une situation où il y a de la place pour une circulation des élites, pour qu'il y ait de la place pour que d'autres personnes prennent le pouvoir. C'est une des prémices de mon livre, c'est de dire l'élite du diplôme, les gens qui ont l'usage de la parole, les personnes, les avocats, peu importe que ce soit de droite ou de gauche, les universitaires, les scientifiques, ils sont dans une position fragile aujourd'hui parce qu'ils vont... la droite puis l'extrême droite proposent, dans le fond, de les sacrifier sur l'espace public pour offrir leur sacrifice en spectacle aux gens ordinaires, tu sais. Tout d'un coup, peuvent avoir l'impression ou l'illusion d'une révolution, mais c'est pas une révolution. Parce que on sait très bien. Ça va être les révolutions de droite, c'est des changements dont le but est juste de s'assurer que rien change. Aux États-Unis, le premier décret que Trump a signé, je le dis souvent dans les émissions économiques, c'est pas la hausse du salaire minimum fédéral qui est à 7 $ américains. Les gens n'en viennent pas quand on dit ça. Là, c'est 7 $. Et sinon, c'était la baisse des impôts. Ouais. Hein? C'est la première chose qu'il fait des plus riches. Puis évidemment, il sème un peu de baisse d'impôts pour cette classe moyenne qui peine à vivre. Mais effectivement, l'illusion d'une révolution, d'une transformation pour répondre à une crise ou des crises qui sont réelles, que la classe moyenne vit, je pense que tu le décris bien. Moi, je te relancerais sur l'Europe, la France. Moi, j'ai mes amis à la CGT en France depuis 20 ans qui me disent que Marine Le Pen va prendre le pouvoir. C'est fascinant quand même. Dans un contexte de crise, de mondialisation néolibérale, où il y a un effritement de la classe moyenne, effectivement, des travailleurs syndiqués, tout ça, comme ceux qu'on voit dans les conférences de presse de Trump avec leurs calottes, pensant que l'industrie de l'automobile va être relancée. Alors à partir d'une situation réelle, une stratégie politique qui est celle que tu définis bien, qui leur permet de prendre le pouvoir, mais de servir des intérêts autres que ceux de la majorité. Tout à fait. Et moi, ça m'inquiète de voir quand même que tous ceux et celles qui sont à la tête des institutions sociales et culturelles sont visés. Puis là, je pense qu'il y a comme... J'ai pas de réponse à cette question-là, mais je pense que c'est parce qu'ils ont... Politiquement, on s'est peinturé dans un coin. On est dans ce que l'histoire est en train de... Les événements politiques sont en train de nous enseigner, c'est qu'on est dans une position de faiblesse politique. Cette élite culturelle-là, scientifique, dans une position de faiblesse politique. Il faut essayer mon livre ne donne pas de réponse à ça. Non, absolument. Mais il faut essayer de comprendre ça. Puis il faut prendre acte de cette situation-là. Trump attaque les universités. Dans certaines régions, ça va avoir des conséquences économiques désastreuses parce qu'il y a des places où les subventions publiques aux universités, c'est 30 %. Il y a dans des villes où tout le monde travaille pour les centres de technologie associés aux universités. C'est juste que les gens s'en aperçoivent pas. Après ça, Marine Le Pen, pour répondre à la question en France, on sent que c'est une force. Je ne sais pas si la France va résister à ça parce qu'après ça, il y a peut-être des institutions capables de résister à l'arrivée de ces personnes-là qui ne sont pas... le Front national reste quand même un parti dont les dirigeants font partie de l'élite économique du pays, mais c'est quand même des parias aussi. C'est toujours un des traits de l'extrême droite. Oui, tout à fait. Ils sont accusés, d'ailleurs. Là. Oui. Et donc, ils vont avoir des conflits violents avec une partie des institutions, mais en même temps, ça va renforcer leur image d'outsider puis de révolutionnaires ou de personnes qui promettent un changement social. Parce que dans le fond, c'est vrai que c'est un changement social. Un remplacement des élites, c'est une forme de changement social. C'est juste que la petite bourgeoisie ou la petite classe moyenne qui les soutient puis qui pensent que tout d'un coup, ça va protéger leur accès à la propriété, ça va protéger leurs conditions salariales, ça c'est une erreur tragique. Absolument, absolument. Je veux dire, s'il y a une vérité... Il n'y a pas beaucoup de vérité historique. La science de l'histoire, c'est vraiment... Il n'y a pas de loi. Bon, il y a eu une époque où, à gauche, on aimait ça, les lois. En historiographie, moi, j'ai déjà essayé de convaincre Micheline Dumont que c'était une science. Ouais. Elle avait été gentille. Ben, c'est une science au sens que c'est un effort de connaissance raisonnée, mais il n'y a pas de... On n'est pas dans le matérialisme historique dialectique. Exactement. Là. On est capable de faire des formules puis de prédire ce qui va se passer. Ouais. Mais il y a des
constantes assez fortes. Puis moi, je dirais que le gouvernement d'extrême droite provoque un désastre économique, c'en est une. C'est assez rare, les gouvernements autoritaires qui amènent la prospérité et la paix réelle dans une société. C'est des mouvements qui finissent généralement par s'autodétruire ou se stabiliser puis devenir moribonds. Puis, Est-ce que c'est une façon, on jase, hein, évidemment, puis ce qu'on jase là, ça ne se retrouve pas nécessairement tout dans le livre, mais ça suscite quand même la discussion qu'on mène. Par exemple, quand la CGT me dit, il y a 25 ans, un jour, Le Pen va prendre le pouvoir, c'est quand même assez fascinant. Des gens qui sont dans une organisation syndicale de gauche combative. On pourrait faire le même parallèle aussi avec le Québec, l'Amérique du Nord, déclin du taux de représentativité syndicale, tout ça. Au-delà des problèmes d'ordre structurel, économique, globalisation, tout ça, trouves-tu que la gauche a manqué quelque part? C'est-à-dire que quand tu es conscient, par exemple, qu'il y a une crise ou des crises qui peuvent mener éventuellement à l'élection de l'extrême droite, comment ça se fait que tu n'es pas capable de t'ajuster pour le prévenir ou en tout le moins atténuer les effets d'eux? J'avais une réponse à ça. Non, je le sais bien que tu n'as pas une réponse toute faite. Mais moi, je pars du principe que quand tu perds à cette échelle-là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans la pratique, puis dans le programme, puis dans le type de discours que tu tiens. Exactement qu'est-ce qui ne marche pas, je ne pourrais pas le dire, mais c'est sûr que la gauche est devenue un mouvement de col blanc, hein, en gros. Mais c'est pas grave, ça, pour moi, en soi. Mais des fois, on s'enferme dans les milieux sociaux où on se trouve et puis on perd peut-être le contact avec l'ensemble de la société. Après, il est aussi possible que les remèdes à l'extrême droite, la population les désire pas. C'est que des fois, le remède... Et pire, peut-être? Si on te propose de l'huile de castor pour guérir ta maladie, ça se peut que tu dises que je préfère avoir la fièvre 3 jours encore que d'avaler de l'huile de castor. Donc, il y a des problèmes auxquels la société est confrontée. Je vais en prendre un parce que c'est le plus évident pour moi, la crise écologique. 66 % de la population canadienne habite en banlieue. Ouais, avec une voiture ici. Avec une voiture. Je suis allé te chercher avec mon auto, là, parce que le transport en commun... C'est ça, le Canada, là. C'est une grosse banlieue. Moi, je suis né, j'ai vécu 20 ans en banlieue. Donc, ça, c'est la situation culturelle, politique. Je veux dire, moi, la génération de mon père, une vie réussie, c'était un bungalow, une voiture. C'était ça. C'était ça, une vie réussie. Puis c'était ça que ses voisins pensaient que c'était une vie réussie. Puis c'était ça que les journalistes pensaient que c'était une vie réussie. Puis c'est encore un peu ça. C'est le modèle américain. C'est le modèle américain. On vit dans cette société-là. On peut pas passer... Mais la crise écologique remet frontalement en cause ce mode de vie-là. Donc, et puis elle le remet en cause, elle va le remettre violemment. C'est une crise économique, la crise écologique. Là. C'est une crise du mode de production. C'est le mode de production qui devient un mode de destruction. Absolument. Donc, mais comment tu vends ça, toi, aux gens, l'idée que ce que nous considérons être une bonne vie est en train de devenir une mauvaise vie. Là, je vais vite en affaires. Non, mais tu sais, les Gilets jaunes ont traduit ça un peu en Europe. Exactement, c'est ça. En France. Fait que les Gilets jaunes, ça commence par une hausse du prix du pétrole. Exact. Puis eux, ils sont fourrés parce qu'ils habitent en région, puis il n'y a plus de train. Parce qu'ils ont fait des TGV, il n'y a plus de train. Puis il n'y a plus de poste, puis il n'y a plus de médecins en plus, puis il y a tout ça, là. Fait que leur souffrance est réelle, le problème est réel, mais le remède les rend encore plus mal. Poilievre a fait toute sa campagne électorale, à la fin de sa campagne électorale, en disant, moi, je compte la taxe sur le carbone. Je ne sais pas si ça marche, la taxe sur le carbone. C'est une patente compliquée, mais bon, on comprend l'idée. Il y a un effort. Je compte les règles environnementales. Je veux que le prix de l'essence à la pompe baisse. Puis je veux que c'est quoi cette idée-là de mettre des contraintes légales sur la voiture à essence pour pousser vers la voiture électrique? Moi, mon programme, c'est que vous allez être libre de choisir votre char. Moi, pour mes amis de gauche, tout ça, c'est bien vulgaire. Mais 66 % de la population habite en banlieue. Eh oui. Fait pour ces gens-là, puis je pense pas que mécaniquement, quand tu es en banlieue, tu es insensible à la crise écologique. Il y a plein de gens en banlieue qui réfléchissent à comment réorganiser l'espace urbain, à comment... Ce que j'essaie, je réponds à ta question, c'est que je vois que la gauche se responsabilise de problèmes qui sont réels
Mais les solutions... Les réponses sont pas simples. Les réponses sont pas simples, puis les réponses sont pas joyeuses pour une bonne partie de la population. T'as connu Gilles Courtemanche? Oui. Gilles Courtemanche, il me disait, quand on avait pris quelques verres, Jacques, la différence entre la droite et la gauche, c'est la suivante. La gauche, pour ramasser tes vidanges, elle te propose de faire l'indépendance et le socialisme, et la droite, elle ramasse tes vidanges. Ouais. Hein? Non, mais bon, Non. évidemment, c'est une caricature. Mais ça reste quand même quelque chose de réel. Quand, par exemple, tu regardes juste les agriculteurs en Europe par rapport au virage écologique, il y a un prix à ça. Ouais. Les producteurs agricoles, c'est pas des multimillionnaires, là, c'est pas toutes des grandes fermes. Ouais. Alors, c'est sûr que eux, quelque part, ils ont fait des choix. Puis à un moment donné, quand ils en payent doublement le prix, bien, ça se peut qu'ils votent pour drill, bébé drill. Oui. L'affaire, par contre, là, sociologiquement, à long terme, c'est que ce à quoi on assiste aux États-Unis, qui est assez terrible, c'est au divorce entre le capitalisme et la démocratie. La société américaine a offert, puis à gauche, moi j'ai critiqué ça beaucoup, mais quand même, a offert à l'humanité l'image de la possibilité d'un accord entre le capitalisme et la démocratie dans les 70 dernières années. C'était ça le deal, c'était ça que ça montrait. Tout à fait. Et là, le Trumpisme, c'est la proposition de rompre avec ça. Et c'est le capitalisme que propose Donald Trump, c'est un capitalisme de prédation, c'est assez particulier, qui, au fond, je vais dire ça brutalement, accepte la thèse de décroissance. OK. C'est-à-dire que c'est très clair dans la gang de Musk, les libertariens, les technos là, de la Silicon Valley. Pour eux, c'est clair que la crise écologique, ils appellent ça « the event ». J'en parle un peu dans mon livre. Ça s'en vient, c'est acquis pour eux, c'est des scientifiques. Mais les ultra-riches là, qui font venir un type dont le nom m'échappe, là, comment? Rushkoff. Ouais. Hein? C'est qu'eux, c'est juste qu'ils se disent « c'est foutu, ça va arriver ». Fait que c'est au plus fort la poche. Il faut survivre. Ça, c'est la Silicon Valley. Eux, ils sont prêts, dans le fond, je vais le dire vraiment brutalement, à concéder 4 milliards de morts pour continuer à être riches puis vivre sur Terre. C'est des riches qui sont prêts à sacrifier une partie, c'est pas la première fois qu'on voit ça, une partie de l'humanité. Ils se posent même la question où aller vivre. On va-tu en Alaska? On fait-tu c'est ça, exactement. Sur Mars, peut-être? Puis Naomi Klein a écrit un article dans The Guardian récemment en disant, après avoir pensé se construire des îles privées, aller en Alaska, se payer des armées, là, ils ont décidé de prendre le contrôle de l'État. C'est un très bon article dans The Guardian. Mais le reste des hommes d'affaires, ils peuvent se dire, ils acceptent, je pense, toute la guerre tarifaire de Trump, ça a plusieurs causes, plusieurs explications, certaines incompréhensibles. Mais une chose qui est claire, c'est c'est une vision de l'économie de jeu à somme nulle. C'est comme s'il concédait que maintenant, il y a une tarte, puis il faut se battre pour avoir la plus grosse partie de la tarte. La tarte, elle ne va plus grossir beaucoup. Alors que le capitaliste, traditionnellement, se dit il va avoir de la croissance constamment. Puis moi, je vais avoir le plus gros bout de la tarte, mais on peut concéder des petits bouts aux ouvriers et aux salariés. Intéressant, ça. Intéressant, ouais. Kennedy disait, quand le niveau de la mer monte, tous les bateaux montent, les gros comme les petits. C'était ça le deal. C'était ça le deal de l'après-guerre. Moi, je pense que ces gens, dans la rupture du capitalisme et de la démocratie, une des causes, c'est qu'il y a de plus en plus de capitalistes qui sont... Puis le mercantilisme, là, le côté mercantiliste de la politique de Trump, c'est ça. C'est de dire, on est dans ce qu'un historien a appelé le capitalisme de la finitude. Ce qu'il y a à s'approprier va être de plus en plus rare. Et là, ça devient une lutte violente. Et de plus en plus cher. Ouais. Par les organisations qui ont la capacité, c'est les grandes entreprises, la capacité de s'approprier ça. Et là, je dirais que monsieur et madame tout le monde, s'ils sont attirés par ça, ils sont attirés par le peloton d'exécution qui va assassiner leur mode de vie et leur confort. Parce que Trump, il ne se soucie pas des gens qui habitent à Longueuil. Ça, c'est sûr. On va prendre une pause, puis on revient après la pause pour poursuivre l'entrevue. Alors, on est de retour à Dimanche on lit avec Marc Fortier, Devenir fascisme, thérapie de conversion chez Luxe Éditeur. On a couvert pas mal de terrain jusqu'à maintenant, du terrain dans ton livre, mais du terrain un peu extra à ton bouquin. Il manque les blagues. Il y a plein de blagues dans mon livre. Oui, c'est ça, mais on fera une autre émission sur les blagues. J'aimerais ça parce que tu abordes un peu la faillite de la social-démocratie ou du Parti démocrate. On pourrait même parler de Tony Blair en Grande-Bretagne, le Parti socialiste en France. On pourrait même parler du Parti québécois. Moi, je l'ai connu, là, un Parti québécois plus à gauche qui est devenu avec Lucien Bouchard, beaucoup plus conservateur. La responsabilité de la social-démocratie dans ce qui se passe en ce moment? Bien, elle est grande, mais en même temps, c'est
avant de les démolir puis de les... Non, c'est pas ça l'idée. Non, mais moi, je vais le faire là, mais je veux juste dire que c'est plus facile à dire a posteriori que pendant. Je veux dire, il y a des forces historiques et des conditions économiques qui font emprunter de l'argent sur les marchés. Gouverner, ça vient avec un paquet de contraintes qu'on n'a pas quand on écrit un livre sur comment les gens ont gouverné. Dans notre salon ici, c'est plus facile. On peut dire bien des choses, puis ça, j'en suis conscient. Mais quand même, quand on regarde l'histoire, disons, depuis Bill Clinton... jusqu'à aujourd'hui, des partis de centre-gauche qu'on constate, c'est que c'est devenu largement des partis de droite. Ils ont concédé au ce qu'on a appelé le néolibéralisme dans les années 90, à peu près tout, pour juste polir dans les coins un certain nombre de choses et puis s'occuper un peu des gens. Et donc, l'argent est devenu... dans mon livre, je cite un débat, il y a un journaliste conservateur après un débat... la campagne électorale de Tony Blair, la deuxième campagne électorale, il y a un journaliste conservateur, quelqu'un qui dit à un journaliste conservateur, pardon, « Ah, Tony Blair, il est comme les conservateurs. » Puis là, le journaliste, il dit « Non, les conservateurs ont un projet politique. Tony Blair, lui, il aime juste les riches. Il n'y a pas de projet. » Et je cite aussi un autre exemple que je trouve absolument fascinant, où quand il prend le pouvoir, il dit « Je veux poser un geste pour l'environnement. » Puis quelqu'un lui dit « Vous pourriez passer une loi sur les ampoules incandescentes. » Bon, ça ne servirait à rien, la loi, mais à l'époque, on ne le savait pas. Puis là, Tony Blair dit « Ah non, c'est trop radical. » L'opinion publique n'est pas prête à ce qu'on interdise certains bulbes, certaines ampoules, puis pas d'autres. Donc, si ça, c'est trop radical, imagine. Il n'y a rien. Donc, on a quand même toujours puis on a souvent le sentiment que ces personnes-là ont pas... Puis on peut le voir, admettons, avec les libéraux puis l'écologie aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment qu'ils nous alertent de problèmes très, très graves, puis après ça, ils sont timorés, ils font ils font des lois, tout et son contraire. On sent qu'ils n'ont pas de volonté propre très forte. Et là, la droite arrive avec des projets assez creux, assez simples, assez serviles d'une certaine façon, mais ils les affirment avec tellement de force. Ils ont l'air tellement volontaristes que là, on se dit, voilà des gens qui sont prêts à mener une vraie politique. Alors que le centre-gauche a comme administré tranquillement le réel de manière terre à terre, en essayant et en concédant tout à l'argent. C'est ça le problème. Tu donnes l'exemple du Parti démocrate où Bernie Sanders propose de lutter contre l'augmentation des inégalités sociales. Donc, de ne pas signer un décret de baisser les impôts, mais faire payer les plus riches. Puis Mme Clinton le tourne totalement en dérision en disant, ben oui, mais même si on réduit la pauvreté, le racisme va continuer à exister, le sexisme, l'homophobie. Diversité versus inégalité sociale. Est-ce que la gauche a manqué quelque part quelque chose? Ben, deux choses. Hillary Clinton, c'est un calcul politique parce que là, c'est la course à la chefferie pour les élections de 2016. Elle est en train de se faire dépasser par Bernie Sanders. Puis c'était clair que le vote afro-américain se déplaçait, était comme acquis à Hillary Clinton. Puis je pense qu'elle protégeait ça. Donc, il y a comme de l'opportunisme dans sa manière d'opposer les deux. Mais en même temps, pour moi, ça dit quelque chose sur l'abandon. Moi, dans le livre, ce qui me fascine, c'est l'abandon de la notion d'égalité au profit de la notion de diversité. Je dis, il va y avoir un prix de la diversité de Wall Street, mais il n'y aurait jamais eu de prix de l'égalité de Wall Street. Fait que je trouve, c'est pas tant qu'on parle d'inclusion puis de diversité. Le problème, c'est que ça s'est construit dans un discours où tout d'un coup, tout le reste devient comme en anglais, on appelle ça du lip service. On dit il faut s'occuper des inégalités économiques, mais quand même, le plus important, c'est la diversité. Alors qu'on avait un concept qui est l'égalité. Il y a des Afro-Américains de gauche aux États-Unis qui disent si vous faites une politique de logements sociaux, si vous mettiez, comme au Québec, un tribunal administratif du logement, bien là, c'est clair que vous feriez œuvre utile pour les Latinos et les Noirs, parce que c'est eux qui sont majoritairement le plus aux prises avec ces problèmes-là. Les victimes d'une discrimination. Mais vous solidariseriez toute la white trash qui a aussi ce problème-là. Oui, tout d'un coup, ils se découvriraient frères dans les inégalités économiques. Oui, et on veut surtout pas ça. On veut pas ça. Et Martin Luther King, c'est ça qu'il faisait. Martin Luther King, il est mort à Memphis parce qu'il allait soutenir une grève d'éboueurs, qui étaient des Noirs majoritairement. Mais s'il allait soutenir une grève d'éboueurs, c'est parce qu'il était lancé dans une lutte contre la pauvreté qui concernait tous les Américains, parce qu'il sentait que c'était cette façon-là que son rêve d'une société qui se tient pourrait devenir une réalité. Et ça, on a peut-être perdu les moyens.
Mais moi, je suis pas de ceux qui diraient, comme j'ai lu dans les journaux, Trump, c'est de la faute au woke. Non. Trump, c'est de la faute à Trump. Ah, ça, c'est clair. La faute, c'est imputable à la personne qui agit. Mais on n'a pas réussi à élargir. La solidarité, la vraie, c'est pas une juxtaposition puis une addition de causes. C'est vraiment la capacité d'être réellement ensemble avec... Un rapport de classe contre classe. Ben, il faudrait peut-être revenir un peu à ça. Moi, je dis toujours que Trump, c'est la guerre aux pauvres, contre les pauvres, contre les travailleurs, contre la classe moyenne, contre monsieur, madame, tout le monde. Mais en mobilisant une partie de la classe moyenne. Ah, ben bien sûr. Ceux qui portent la calotte puis qui pensent qu'on va remettre le dentifrice dans le tube. Je pense que ça les concerne alors que ça va être les premières victimes. Marc Fortier, c'est déjà tout, je veux dire. Mais il faut en laisser quand même aux lecteurs et aux lectrices. Ils vont se précipiter à la librairie à lire pour acheter mon livre. Hey, merci d'avoir fait la pub Devenir fasciste. Tu as déjà fait un lancement, là, d'ailleurs. Oui. Devenir fasciste, ma thérapie de conversion aux éditions Luxe. Merci infiniment, je vais te réinviter. Merci.